Bonjour à tous. Voilà, le webinaire a commencé. On va attendre quelques minutes, plutôt quelques secondes, que tout le monde se connecte. Mais d'ores et déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Arthur. On va se présenter tout de suite, bien sûr. Bien sûr. Voilà, bonjour à tous. On attend que les dernières personnes se connectent. Ça augmente encore, donc on va attendre quelques secondes. Comment vas-tu, Arthur, aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. 17h30, il fait déjà noir, mais ça va bien. Oui, effectivement, j'avais aussi parlé de la météo. Nous avons la météo avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. On s'attend à une bonne présence un peu plus qu'au mois de juin quand il fait beau et que les terrasses sont ouvertes. Oui, c'est vrai. Cette fois-ci, j'ai pas hésité de venir. La dernière fois en juin, c'est vrai que ce petit cocktail sur une terrasse. Qui sait, peut-être après. Mais voilà, on va démarrer tout de suite. Merci à tous d'être présents. Vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de faire ces webinaires. Et ce webinaire d'aujourd'hui qui va donc porter sur le déroulement d'une procédure judiciaire, la procédure de résolution de bail. Mais avant toute chose, je vais te laisser, Arthur, te présenter. Je vais rapidement me présenter. Donc, moi, je suis Sales Manager chez Smovin, la solution de gestion locative. Et évidemment, donc, ce webinaire a lieu chez nous avec toi, Arthur, et je vais te laisser te présenter. Voilà, donc moi, je m'appelle Arthur et donc je suis avocat au barreau de Bruxelles en droit immobilier et donc principalement en matière de bail et de construction. Donc, est-ce qu'en fait tout le monde nous entend? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore posé la question. C'est une très bonne question. Est-ce que tout le monde nous entend? Donc en fait, et c'est pour tous les participants, en bas à droite de votre écran, vous avez le chat qui vous permet de communiquer avec nous. Et donc je vois ici que tout le monde nous entend via le chat. Merci beaucoup Magnifique. Ok, super. Et donc, Arthur, tu te présentais et tu vas vraiment être aujourd'hui, on n'est pas à notre premier webinaire tous les deux, et à chaque fois tu joues ce rôle d'expert légal dans le droit immobilier, et je suis vraiment impatient de t'entendre parler aujourd'hui pour que tu nous en expliques davantage sur ce sujet très intéressant et qui touche énormément de nos clients chez Smovin, qui sont des multipropriétaires et qui gèrent parfois des situations difficiles avec certains locataires. Oui, ça, j'imagine bien. Et donc, avant de commencer, le webinaire va durer 45 minutes. On devrait donc avoir terminé aux alentours de 18h15. L'onglet chat, vous avez compris, c'est en bas à droite de l'écran. Le webinaire sera enregistré et envoyé sur demande par notre équipe marketing. Donc, n'hésitez pas à nous demander un replay du webinaire qui pourra être envoyé. Il sera d'ailleurs aussi publié sur notre site internet www.smovin.app d'ici quelques jours. Et donc, on attaque ici la table des matières. On va d'abord faire une introduction sur le sujet. On va bien présenter la notion de résolution judiciaire et puis la procédure qui s'ensuit. Je ne sais pas si tu souhaites, Arthur, ajouter quelque chose à ce niveau-ci. Alors moi, j'ai juste une petite question pour bien pouvoir cerner les besoins de chaque personne qui nous écoute. Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quelle région vous venez? Parce qu'en fait, le bail, c'est une matière qui a été régionalisée assez récemment. Et de plus en plus récemment, les régions légifèrent en matière de bail, notamment en cette matière-ci. Donc, c'est pour avoir une petite idée. Donc, il y a un peu de Bruxelles, un peu de Wallonie. Ok, bien Wallonie, Bruxelles et Flandre. Ok, intéressant. Donc, Arthur, si je comprends bien, ce qu'on va dire aujourd'hui va porter sur tout le territoire belge, mais il y a certaines spécificités bruxelloises. C'est ça, il y a des spécificités bruxelloises. Dans d'autres matières, il y a des spécificités flamandes ou wallonnes. Mais en matière de procédure judiciaire, c'est plutôt à Bruxelles qu'ils ont décidé de légiférer. Donc, quand il y a des spécificités bruxelloises, je vous les notifierai.
expressément. Mais donc, pour toutes les autres infos, on est OK pour la Wallonie et pour la Flandre. Et pour Bruxelles aussi. Donc, si je ne dis rien, en principe, c'est OK pour toutes les régions. OK, c'est parfait, super clair. Et c'est bien d'avoir commencé, effectivement, par cette question-là. Et merci à tous les participants qui ont répondu via le chat. Et donc, on attaque directement l'introduction ici. On va donc évoquer ici la fin du bail principalement. Et premier cas de figure, la résiliation du bail. Voilà, donc la résiliation du bail, donc à ne pas confondre du coup avec le sujet d'aujourd'hui qui est la résolution. La résiliation, c'est finalement la fin, souvent c'est la fin naturelle du bail. Donc dès typiquement un bail de 9 ans qui se termine au bout des 9 ans et tout le monde s'arrête là, c'est ce qu'on appelle une résiliation de bail. Donc aucun souci. La résiliation, elle peut aussi intervenir en cours de bail, soit à l'initiative du bailleur qui veut par exemple occuper personnellement les lieux ou qui veut y faire des travaux. Elle peut aussi intervenir de commun accord quand tout le monde est d'accord pour que le bail se termine plus rapidement ou à l'initiative du bailleur. Pour tout ce qui concerne les règles relatives à ces résiliations de bail, on avait donné un webinaire il y a quelques mois. Et donc, si vous voulez aller le consulter pour des infos supplémentaires, n'hésitez pas. Je pense qu'il est encore disponible sur le site internet de Smoovin. Exactement, sur dans l'onglet ressources de la page www.smoovin.app. OK, et donc on a la résiliation du bail et aussi donc la résolution du contrat. Quelle est la différence? C'est ça, donc la résolution du contrat, c'est un mode de fin de contrat qui intervient en cas d'inexécution du débiteur. Donc en fait, on oppose la résolution et la résiliation souvent par la distinction qui repose sur la faute. Donc si la fin du contrat intervient par une faute, c'est souvent, quasiment systématiquement, une résolution du contrat et pas une résiliation. Et ici, ce sont effectivement ces hypothèses de faute qu'on va analyser. Donc la résolution du contrat, elle peut intervenir de 3 façons différentes, soit sur base d'une décision de justice, et donc c'est ce qu'on appelle la résolution judiciaire, qu'on va voir juste après, soit sur la base d'une clause résolutoire ou d'une notification du créancier au débiteur. Pour ces 2 modes de résolution un peu plus particuliers, des développements un peu plus longs sont nécessaires, donc ça ne fera pas l'objet de l'étude aujourd'hui. OK, donc principalement sur la décision de justice aujourd'hui. C'est ça. OK, donc si on doit définir la résolution judiciaire. Donc voilà, je vous le disais, la résolution judiciaire, c'est un mode de fin de contrat qui intervient à la décision d'un juge. Les décisions d'un juge, elles interviennent toujours à la demande d'une des parties, et ici, elle doit intervenir en raison du non-respect par l'autre partie de ses obligations contractuelles, et on verra tout à l'heure que ce non-respect doit être suffisamment grave pour justifier la fin du contrat, mais ça, on y reviendra. OK, parfait. Au niveau du Code civil, qu'est-ce qui est repris? Donc, très récemment, le législateur fédéral a décidé de mettre en place un nouveau Code civil. Cette mise en place du nouveau Code civil se fait livre par livre. Le livre qui nous intéresse ici, c'est le livre 5, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Donc les dispositions du nouveau Code civil dont on va parler aujourd'hui s'appliquent uniquement aux contrats qui ont été conclus ou renouvelés après le 1er janvier 2023. Pour les contrats qui précèdent cette date, ce sont d'autres dispositions de l'ancien Code civil qui s'appliquent, elles s'appliquent toujours, et pour le principal, elles disent exactement la même chose. Alors elles le disent avec des termes qu'on n'emploie plus, parce qu'il avait été rédigé en 1804, donc maintenant il était un petit peu temps de le mettre à jour, et c'est en fait ce qui a été réalisé ici. Donc le livre 5, c'est principalement une modernisation de ce qui existait auparavant. Donc ici, quand je fais référence au nouveau Code civil, il faut bien savoir que les règles qui sont décrites et que j'explique s'appliquent également aux anciens contrats, même si le numéro de l'article n'est pas exactement le même. OK, merci pour cette précision concernant le nouveau Code civil. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la différence entre la résiliation et la résolution. Donc la résiliation, elle intervient sans faute, elle n'intervient pas de manière rétroactive, et la plupart du temps, elle est extrajudiciaire. Donc on ne nécessite pas l'intervention d'un juge pour la résolution de manière générale. Tandis que la résolution judiciaire, forcément, elle est tout le temps judiciaire,
une faute est nécessaire et en principe, elle opère avec effet rétroactif, même si on verra que l'effet rétroactif est très tempéré en ce qui concerne le bail. Et alors, on fait une distinction aussi entre la résolution et l'exécution forcée. Oui, donc, lorsqu'un créancier est confronté à un débiteur qui ne remplit pas ses obligations, typiquement un bailleur qui est confronté à un locataire qui ne remplit pas ses obligations, il a le choix entre le droit de demander à contraindre le preneur à exécuter ses obligations ou le droit de demander la résolution du contrat. On voit ici dans l'article qu'il y a d'autres dispositions qui ne sont pas en gras, qui peuvent également être sollicitées en cas de défaillance du locataire, mais on n'y reviendra pas aujourd'hui. Dans les faits, on observe plus fréquemment des exécutions forcées ou des résolutions de contrat? Dans les faits, lorsque les parties en viennent à venir à solliciter l'intervention d'un juge, on arrive à la résolution du contrat. Parce qu'il est extrêmement rare qu'on arrive, que les gens aillent déjà en justice pour des manquements qui ne sont pas suffisamment graves. On a plutôt tendance à être conciliant, à essayer de trouver une solution avant d'aller en ultime recours devant le juge. Donc quand on arrive devant le juge, on demande très très souvent la résolution du contrat, sauf quand c'est pas possible pour des motifs divers et variés, comme par exemple si on a un arriéré d'1 mois de loyer. Alors là, c'est pas possible de solliciter la résolution du contrat, mais on pourra demander la condamnation du locataire à payer le loyer qui n'a pas été payé. Ce qui serait dans ce cas-là une exécution forcée. Exactement. Ok. Parfait. Est-ce que tu sais nous en dire plus encore sur cette distinction? Effectivement, le créancier qui est confronté à une défaillance a toujours le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Toutefois, on dit que l'exécution forcée en nature est préférée, elle doit être privilégiée. Donc en principe, lorsque le débiteur défaillant offre d'exécuter en nature ses obligations, le créancier doit accepter cette proposition. Dans le même ordre d'esprit, la résolution du contrat, elle pourra être demandée que si le créancier l'a demandé. Donc elle ne pourra pas intervenir automatiquement, jamais. Alors que l'exécution forcée, elle, finalement, c'est l'exécution de son obligation et donc elle intervient en principe naturellement. Donc imaginons un locataire qui n'a pas payé son loyer depuis 15 jours, il est défaillant, il commet une faute. Si le créancier ne demande rien, il n'aura jamais la résolution du contrat. Mais s'il ne demande rien, il pourrait obtenir le paiement du loyer par le locataire parce que le locataire va simplement régulariser sa situation. Comme il s'agit d'un choix, on ne peut pas solliciter les deux en même temps. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, rien n'empêche de demander l'un et l'autre en ordre principal et subsidiaire. Donc, ça veut dire, par exemple, je pourrais dire, je veux que le contrat soit résolu, mais si le juge estime que la résolution ne se justifie pas, alors je veux bien l'exécution en nature. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas demander les deux sur le même pied d'égalité. Ok, parfait. Et donc, il y a également une nuance qu'il faut apporter, donc c'est qu'effectivement, le créancier a toujours le choix. Il a toujours le droit de choisir, mais il ne peut jamais abuser de ce droit de choisir. Alors, on abuse d'un droit quand on utilise son droit d'une façon qui est inappropriée ou qui vise à nuire à l'autre partie. Typiquement, on a un retard de loyer de 10 jours. Ce serait abusif de solliciter la résolution du contrat pour une difficulté financière passagère, parce que ça crée un préjudice qui est vachement plus élevé que le préjudice qu'on a soi-même subi. Donc, dans ce cas-là, on pourrait considérer que le bailleur qui sollicite la résolution du contrat adopte une position abusive. Donc, il ne pourra pas adopter cette position-là et il sera contraint de solliciter uniquement l'exécution forcée qui reviendrait ici au paiement du loyer plus 10 jours d'intérêt de retard. Ok. Donc, on distingue, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a vraiment distingué ces deux notions de résolution et d'exécution forcée. Mais dans les faits, lorsqu'il y a un manquement fort de la part d'une des deux parties, c'est plutôt vers la résolution qu'on va tourner. Oui. En général, quand il y a un manquement à ce point-là grave, on va considérer qu'il y a une rupture de confiance entre les parties et que la résolution se justifie amplement. Et souvent, quand un bailleur va devant la justice de paix, il n'a plus envie d'être confronté à ce même locataire ultérieurement.
dû justement à cette rupture de confiance. Ok. Alors maintenant, on va évoquer et tu vas nous expliquer la notion de manquement. Donc voilà, ça c'est l'article 5.90 du nouveau Code civil qui le prévoit, et donc on prévoit que le manquement doit être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. On prévoit également que la résolution peut intervenir lorsque les parties sont d'accord. Donc si les deux parties disent on est d'accord que le manquement du locataire est suffisamment grave, alors on peut obtenir une résolution. S'il n'y a pas d'accord, alors il faudra réussir à démontrer la gravité du manquement. Avant, on prévoyait que le manquement devait être grave et ou habituel, parce que typiquement, quelqu'un qui paye son loyer en retard tous les mois, on considérait que ce n'était pas grave, mais que c'était habituel. Maintenant, on a regroupé ces deux notions sous la notion de grave, et donc on considère que quelqu'un qui paye tous les mois son loyer avec 10 jours de retard, au bout d'un certain temps, ça constitue un manquement grave. Alors ici, on va évoquer certains exemples de manquements graves de la part du preneur. Donc, le principal, c'est le défaut de paiement de loyer ou le retard systématique. Ça arrive assez régulièrement, mais pour que ce soit grave, il y a certaines conditions qui sont déterminées. Donc, il n'y a pas de conditions qui sont déterminées par la loi, parce que la loi ne va pas aussi loin dans les détails, mais il y a des conditions qui sont dégagées par la jurisprudence de différentes justices de paix. Et donc, de manière classique, on considère qu'il faut minimum 3 mois de retard de loyer ou de défaut de paiement de loyer pour justifier la résolution d'un bail. Donc, un manquement n'est grave quand il consiste en des absences de paiement de loyer que si il y a minimum 3 mois. En dessous de 3 mois, il est très rare, voire impossible, d'obtenir une résolution judiciaire parce que les juges ont tendance quand même à privilégier l'accès au logement et à garantir aux locataires le droit de se maintenir dans les lieux, même s'ils rencontrent des difficultés financières passagères. Évidemment, avec l'obligation de régulariser la situation et de payer les loyers ultérieurement. Donc, si on a moins de 3 mois de loyer de retard, souvent, on va devoir privilégier l'exécution forcée à la résolution judiciaire. Et pour revenir ici pour rester sur ce sujet des paiements de loyer en retard, tu dis qu'il faut 3 mois. Est-ce qu'on peut attendre le 3e loyer à impayé et agir très rapidement dans le courant du 3e mois? Admettons, le loyer doit être payé pour le 5e jour du mois. Est-ce que le 6, et donc, d'une certaine manière, n'attendre que 2 mois et 6 jours? Oui. Dès le 6, on peut introduire la requête. De toute façon, le temps que l'affaire soit traitée, on sera déjà plus le 6, on sera plutôt le 6 du mois suivant. Donc, en principe, dès qu'on est dans les conditions, il vaut mieux y aller, sinon on risque d'être déçu par la lenteur judiciaire. Ok. On voit aussi ici dans le slide qu'il y a le règlement tardif systématique du loyer pendant plus de 2 ans. Ça veut dire que la jurisprudence ou la loi est si précise que ça? Non, c'est vraiment... Ici, donc, les exemples qui sont repris, c'est vraiment de la jurisprudence. Donc, c'est des cas qui sont issus de la pratique. Ce ne sont jamais des cas issus de la loi. Donc, ici, en fait, on a un juge qui a estimé que le règlement tardif systématique pendant plus de 2 ans constituait un manquement grave justifiant la résolution. Ça ne veut pas dire que tous les juges de paix considéreront la même chose. Ça ne veut pas dire que 2 ans est un minimum. Ça dépend, c'est au cas par cas. On ne sait pas non plus à quel point le règlement était tardif. Si c'est tardif de 2 jours, c'est pas la même chose que si c'est tardif de 2 mois à chaque fois. Donc, il faut vraiment faire du cas par cas. Mais effectivement, si chaque mois, pendant 2 ans, le règlement est tardif, alors il y a un juge, en tout cas, qui a considéré que c'était un manquement grave justifiant la résolution du bail. Ok. On a ici une question de Lucas qui demande est-ce que c'est valable pour un bail en droit de superficie? Et alors moi j'ai une autre question, c'est tout le sujet qu'on aborde ici, est-ce qu'il vaut pour tous les différents types de baux? Alors, en principe, il vaut exclusivement ici, on va se concentrer sur les baux de logement et les baux commerciaux. On va pas s'attacher aux baux ruraux ou aux baux amphithéotiques, ni aux baux de superficie, parce qu'en fait, les baux de superficie, ce sont pas réellement des contrats de bail comme on les entend ici de manière usuelle. Le bail de superficie, c'est l'octroi d'un droit réel, alors que le bail de résidence principale, par exemple, c'est l'octroi d'un droit personnel. Et donc, ce sont des règles qui sont complètement différentes. Donc, ce que je dis ici, ce n'est absolument pas valable pour un droit de superficie. Ok.
Mais par contre, on est d'accord, c'est pour les baux commerciaux, baux de Pour les baux logement commerciaux. et de droit commun aussi? Et de droit commun aussi, oui, oui, oui. Parfait. Donc, on a d'autres exemples, comme par exemple ici le fait de ne pas garnir les lieux loués de meubles meublants. Donc, en matière de bail, le locataire a toujours l'obligation de garnir les lieux de meubles meublants. Donc, dans un bail d'habitation, ça va être les meubles classiques, le meuble TV, le lit, la table, etc. Et en fait, ces meubles, pourquoi est-ce qu'il y a une obligation de les mettre dans le bien? C'est parce que le bailleur a ensuite un privilège sur ces meubles. Donc, si le locataire ne paye pas ses loyers, le bailleur peut faire saisir les meubles meublants pour obtenir paiement de son loyer. Et donc, comme c'est une protection du bailleur, on considère que si le preneur, enfin, le locataire ne remplit pas cette obligation, il y a un manquement grave. Après, effectivement, je veux dire, si je reçois les clés le 1er octobre et que le 10 octobre, je n'ai pas encore déménagé, ce n'est pas grave, ça ne constitue pas un motif de résolution. Il faut vraiment faire attention à ça. Ok. Et donc, il y a plein d'autres exemples, mais il y en a encore sur les slides suivants, donc je propose qu'on passe au suivant. Donc voilà, par exemple, ici, l'inoccupation d'une habitation ou d'un immeuble dans le cadre d'un bail commercial, c'est un manquement grave. Parce qu'en fait, il y a une obligation d'occuper les lieux, de les utiliser et de... J'ai vu la question, donc ça m'a un peu perturbé, mais il y a une obligation vraiment d'occuper les lieux. Surtout pour les immeubles commerciaux, parce qu'une façade vide, c'est jamais vendeur. Donc le bailleur, il a intérêt à ce que l'immeuble soit occupé et utilisé. Et c'est aussi le cas en matière d'habitation sociale, ou même d'habitation tout court, parce qu'en réalité, l'occupation des lieux permet leur entretien. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel d'occuper les lieux. Donc si vous payez votre loyer quand même, mais que vous n'occupez jamais les lieux, on peut demander la résolution du contrat de bail. La sous-location aussi, en principe, elle doit être réalisée avec l'accord écrit du bailleur. Et il y a des types de baux pour lesquels elle est interdite, donc il faut bien faire attention. Elle peut aussi justifier la résolution du bail. Donc la question pour les animaux. Donc je vois la question de Florence. Interdire les animaux n'est donc pas une clause abusive. Interdire les animaux de manière pure et dure est une clause abusive. On ne peut pas dire vous n'avez pas droit à avoir des animaux dans les lieux, surtout en matière d'habitation en tout cas. Donc ça, c'est une clause abusive, effectivement. Par contre, dire que les animaux sont interdits lorsqu'ils créent des nuisances olfactives ou sonores, ça, c'est pas abusif parce qu'il y a un but légitime qui est poursuivi. Typiquement, un chien qui aboie toute la journée dans l'immeuble, il crée des nuisances sonores et donc finalement, ça génère un préjudice pour les voisins. Donc effectivement, ça, on peut l'interdire. Et ça peut justifier la résolution d'un bail. Okay. Et pour les nuisances olfactives, encore plus, il y a des chiens qui urinent dans les lieux. Et finalement, ces odeurs d'urine, parfois, elles peuvent s'imprégner. Et donc, elles endommagent les lieux. Et donc, à partir de ce principe-là, on peut demander la résolution du bail pour des fautes, finalement, qui sont imputables à la détention d'animaux ou aux animaux eux-mêmes. Okay. Parfait. On va juste continuer encore sur les exemples. On est toujours ici sur les manquements graves du preneur. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a donc ici, on peut ici. encore parler de la ventilation et du chauffage insuffisant. Donc ça arrive souvent que des locataires soient confrontés à une quantité importante d'humidité, souvent l'humidité par condensation. Et c'est souvent un problème lié à la ventilation et au chauffage insuffisant des lieux. Et donc, lorsque l'utilisation qu'on fait des lieux, ici on parle de ventilation et de chauffage, mais n'importe quelle utilisation, lorsqu'on fait une utilisation qui crée un préjudice pour les lieux, on peut demander la résolution du bail. Donc typiquement, si on n'aère pas assez les lieux et que les murs commencent à être imprégnés d'humidité à cause de ce manque d'aération, ça peut justifier la résolution du contrat de bail. Parfait. Donc ici, on a évoqué les manquements graves du preneur. Maintenant, on va évoquer les manquements graves du bailleur qui peuvent amener à une résolution du contrat. Oui, donc on parle souvent des fautes des locataires, mais les bailleurs sont également tenus à des obligations et donc peuvent également être auteurs de fautes. Typiquement, ici, on a un cas où un bailleur a mis en location un logement alors que ce logement avait été déclaré inhabitable par les services de Bruxelles Logement. Et donc là, ça constitue évidemment une faute qui permet la résolution du bail.
On parlait d'humidité, on reparle d'humidité parce que c'est quand même une cause assez fréquente de discussion en matière de bail. La présence d'une humidité permanente dans le bien loué, donc une humidité qui n'est pas liée à l'utilisation qui en est faite, justifie parfois également la résolution du bail, notamment lorsque, à cause de cette humidité, le logement ne remplit plus les conditions de salubrité et d'habitabilité minimale qui sont édictées par les différents gouvernements régionaux. Je vois, ici, je vais rebondir juste sur le point, ici, sur la location d'un logement déclaré inhabitable. On indique que d'ici quelques années, en France et peut-être en Belgique également, à partir d'un certain niveau PEB, un bien ne pourra plus être considéré comme louable. Est-ce que c'est l'info qui est bien correcte? Alors, ça, c'est en discussion, mais c'est loin d'être adopté, vraiment très loin d'être adopté. Donc, je pense qu'il ne faut pas encore l'envisager comme une solution, enfin, une hypothèse envisageable à court ou moyen terme. Mais à long terme, on arrivera à ce genre de mesures, étant donné que l'objectif du législateur pour l'instant, c'est vraiment de contraindre tous les propriétaires à améliorer les performances énergétiques de tous les bâtiments. Et donc, s'ils doivent passer par là pour arriver à contraindre certains bailleurs, ils n'hésiteront pas. Ok, on continue donc avec d'autres exemples de manquements graves du bailleur. Le fait pour le bailleur de ne pas avoir prévenu son locataire que le logement était susceptible d'être affecté par le bruit de manière assez régulière, alors c'est effectivement un motif de résolution du bail. On imagine un logement le long d'une voie de chemin de fer de laquelle le bailleur prétend qu'elle est désaffectée alors qu'en réalité elle ne l'est pas du tout. Ça pourrait effectivement justifier la résolution du bail. Ok, parfait. Les autres points aussi, on ne va pas forcément les mentionner. Et on va maintenant passer à la suite et donc aux effets de ces différents manquements. Donc, lorsque le juge prononce la résolution judiciaire, l'effet principal de la résolution judiciaire, c'est le fait pour les parties d'être condamnées à restituer à l'autre tout ce qu'elles ont perçu en vertu du contrat. Donc, typiquement, imaginons la résolution d'un contrat de vente. L'acheteur sera tenu de restituer le bien vendu et le vendeur sera tenu de restituer le prix perçu. Alors, cette théorie, elle est facilement applicable en matière de vente, mais elle l'est beaucoup moins en matière de bail, parce que le contrat de bail est un contrat à prestations successives. Et donc, vous comprendrez mieux par un exemple. Imaginons qu'un contrat de bail soit résolu. Le bailleur pourra facilement restituer les loyers, parce que c'est des sommes d'argent, donc ça, on peut les restituer. Mais par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour le locataire de restituer la jouissance qu'il a faite des lieux pendant la durée du contrat. Et donc, dans ce cas-là, on considère qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et que les restitutions, finalement, n'interviennent qu'au moment du manquement, qu'à partir du manquement. Mais pour ce qui est du bail, comme on ne sait pas rendre la jouissance, on ne rend pas non plus les loyers parce qu'on considère que le loyer correspond à la jouissance qui est conservée par le locataire. Donc, en principe, il y a des restitutions, mais en matière de bail, il n'y a jamais de restitution. Enfin, je dis jamais, mais parfois il y en a, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Ok. Peut-être, Arthur, juste, on a une question intéressante ici d'Aurora et qui indique qu'il n'est pas toujours, on revient ici un petit peu en arrière par rapport au manquement du bailleur ou du preneur, mais qu'il n'est pas toujours évident de prouver l'un ou l'autre de ces manquements. Avez-vous des conseils? Comment faire pour avoir un bon dossier, pour pouvoir prouver des manquements? Alors, il est effectivement très difficile de prouver certains manquements. Tout ce qui est défaut de paiement, ça c'est assez facile, à condition que le paiement intervienne par virement bancaire. C'est assez facile de prouver qu'il n'est pas intervenu. Par contre, pour tout ce qui est problème olfactif, problème de nuisance sonore, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a plein de modes de preuve qui existent, mais donc le plus simple déjà, c'est quand vous êtes confronté à un problème, c'est d'écrire, toujours écrire. On ne dénonce pas des problèmes par appel téléphonique parce que ça ne laisse aucune trace. Donc, on dénonce toujours par SMS, par mail, par WhatsApp, par ce que vous voulez, mais toujours de cette façon-là. S'il y a un appel, parce que ça arrive souvent qu'on envoie un SMS pour dire quelque chose et la personne appelle en retour, dans ce cas-là, on retranscrit le contenu ou on résume le contenu de l'appel
par message et on envoie ce message à la personne avec qui on vient d'avoir un appel. Comme ça, on a toujours une preuve qui reste. Il y a d'autres modes de preuve, comme par exemple aussi le constat d'huissier. Donc, on peut faire venir un huissier qui va venir constater qu'effectivement, il y a des odeurs qui sont désagréables ou qu'il y a des bruits. Donc, il vient avec un sonomètre et qui mesure les bruits. On peut aussi faire appel à des experts. Il y a plein de modes de preuve, mais le plus simple, vraiment, c'est de toujours constater tout par écrit et de tout dénoncer par écrit. Est-ce que des vidéos, des enregistrements sonores sont Des pertinents? vidéos, enregistrements sonores, tout est pertinent. Mais par contre, on va vite être heurté à la mauvaise foi de la partie adverse qui va prétendre que si c'est juste un enregistrement, que l'enregistrement ne vient pas des lieux loués, ou que la vidéo n'a pas été prise à la date à laquelle on prétend l'avoir prise. Donc il faut quand même faire attention avec ça. Idéalement, les vidéos, quand on les prend, elles sont datées, idéalement. Ok, merci Arthur. Et juste pour répondre à Antoine, concernant la question de Florence, je pense que c'est la question concernant les animaux domestiques. Oui, concernant la question des animaux domestiques, c'est bien une clause abusive d'interdire la détention d'animaux domestiques si on l'interdit de manière arbitraire. Donc dire simplement je ne veux aucun animal dans les lieux, en matière de bail d'habitation, c'est considéré comme abusif. Par contre, si vous dites je veux mettre fin au bail parce que le chien aboie non-stop et crée des nuisances sonores ou que le chien urine partout sur le parquet et que ça endommage le parquet, là, on peut effectivement solliciter la résolution du bail. Et donc un bail, en aucune manière, ne peut limiter le fait d'avoir un chien un animal de compagnie dans un bien. Ça dépend de l'animal, évidemment. Il va de soi qu'on n'apporte pas un cheval dans un appartement. Je le précise parce qu'on peut vraiment être surpris par ce qu'on rencontre. Mais donc ça dépend effectivement de l'animal. Mais en principe, non, on ne peut pas interdire d'avoir des animaux de compagnie. On ne peut pas dire oui, ok pour un chat, mais pas ok pour un chien. Non, sauf si on a une bonne justification. Mais la justification qu'on va apporter, elle sera jamais valable pour tous les chiens. Donc il faut vraiment faire attention avec ce genre de clause. Ok, parfait, super. Avec plaisir, Antoine. On va continuer donc sur les compétences du juge de paix. Donc, on va passer maintenant à la question de la procédure pour la résolution du bail. Donc, comment ça se passe? Donc, en matière de procédure, il faut toujours se poser la question de quel tribunal est compétent pour connaître de ma demande. Et en matière de bail, le premier tribunal compétent, c'est toujours la justice de paix du lieu où est situé l'immeuble. Donc, un bien qui est situé à Marchand-Famenne, les problèmes liés au bail seront traités par le juge de paix de Marchand-Famenne. Et alors moi je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que chaque commune a sa justice de paix ou c'est chaque province Chaque commune n'a malheureusement pas sa justice de paix, ou heureusement parce que ça coûterait quand même cher. Et donc c'est par canton judiciaire. Et donc typiquement, Ath, c'est la même justice de paix que Enghien, où il y a plein de justices de paix qui regroupent plusieurs communes. Donc voilà, il faut faire attention. Ok, très clair. Mais toujours par rapport à la procédure, on a la question de la mise en demeure. Doit-elle être utilisée systématiquement, oui ou non? Donc en règle générale, il faut toujours envoyer une mise en demeure pour dénoncer les manquements. Alors une mise en demeure, c'est pas forcément un courrier d'avocat où il écrit mise en demeure dessus. Une mise en demeure, c'est tout écrit par lequel une personne fait valoir ses prétentions. Donc même un SMS peut valoir mise en demeure à condition qu'il remplisse bien les conditions de la mise en demeure. À défaut de mise en demeure, c'est très rare, mais le juge pourrait rejeter la demande. Alors ça vraiment, je ne l'ai encore jamais vu. Enfin si, je l'ai vu une fois, mais ça a été en appel, et en appel le jugement a été réformé parce que on considère que l'introduction d'une procédure vaut mise en demeure. Donc en principe, il n'y a pas ce problème-là qui se pose. Ce qui se passe le plus régulièrement, c'est que quand il n'y a pas de mise en demeure, le juge va dire « Écoutez, vous n'avez pas envoyé de mise en demeure, donc on va quand même laisser au locataire le temps de régulariser la situation. » Donc c'est plus ce genre de choses-là qui vont se passer quand on n'a pas envoyé de mise en demeure. Et la mise en demeure n'est jamais obligatoire lorsqu'elle n'aurait aucun effet utile. Donc ça, c'est quand on demande, par exemple, imaginons une fête,
Le locataire organise une fête qui crée des dégâts. Ça ne sert plus à rien d'envoyer une mise en demeure, d'interdire la fête ou de stopper la fête étant donné qu'elle s'est déjà passée. Donc, dans ces conditions-là, la mise en demeure n'est pas utile et donc ne serait jamais obligatoire. Dans la mise en demeure, il faut faire état de ce qu'on reproche et de ce qu'on demande et dans quel délai on le demande. Ça, c'est vraiment essentiel. À Bruxelles, par contre, on a rendu la mise en demeure obligatoire dans certains cas. Donc, dans le cas où on veut recouvrer une dette de loyer ou de charge, donc on ne peut pas introduire une procédure judiciaire sans avoir envoyé une mise en demeure préalable pour récupérer les loyers ou les charges. Et si on veut expulser le locataire à Bruxelles, il faut qu'avant le dépôt de la requête ou avant l'introduction de la procédure devant le juge de paix, une mise en demeure ait été envoyée au minimum 1 mois avant ce dépôt. Si on dépose une requête et qu'on n'a pas envoyé de mise en demeure, le tribunal ne fixera jamais d'audience tant que la mise en demeure n'est pas envoyée et qu'un délai d'1 mois n'est pas passé. Okay. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce que si on ne le sait pas, on peut parfois être confronté à des gros problèmes où on attend pendant très longtemps d'avoir un retour de la justice de paix et ce retour n'arrivera jamais. Donc il faut vraiment faire attention. Et cette mise en demeure qu'on a envoyée doit être annexée à la requête. Comme ça, le greffe peut en prendre connaissance dès l'introduction de la procédure. Ok, donc une contrainte plus grande à Bruxelles, plus d'obligations. Et plus de protection pour le locataire à Bruxelles. De manière générale? De manière générale, oui, de manière générale. Et ça, c'est lié au nouveau code bruxellois, qui est très récent ou pas si récent que ça? Le code bruxellois ça dépend ce qu'on appelle récent, mais il est relativement récent. Et ces dispositions-là relatives à la mise en demeure, elles sont très très récentes. Elles datent d'il y a moins d'1 an. Donc elles sont vraiment extrêmement récentes. Et ce qui explique cette différence entre la Bruxelles et la Wallonie, c'est simplement les décisions politiques. Donc il n'y a pas d'autre raison. Okay. Alors, on a la procédure de conciliation. Est-ce qu'on passe d'office donc par une procédure de conciliation? Donc, en matière de bail, le juge a une obligation, c'est de tenter de concilier les parties. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, il va devoir essayer de dégager un accord. Alors, il y a des juges qui essayent plus que d'autres. Il y a des juges qui sont plus persistants que d'autres. Mais dans tous les cas, ils doivent essayer et ils doivent en constater l'échec s'il y a un échec. Ce qui est aussi possible, c'est d'introduire une procédure en conciliation. Donc, il y a la conciliation que le juge fait dans le cadre de n'importe quelle procédure qu'on introduit. Et puis, il y a la procédure en conciliation qui, elle, est une procédure introduite uniquement pour avoir une conciliation. Donc, en fait, je pourrais dire en tant que bailleur, j'aimerais que mon locataire soit convoqué à la justice de paix pour qu'on puisse trouver un accord. Et donc, dans ce cas-là, c'est une procédure de conciliation. Et le juge va adopter un rôle vraiment actif où il va inciter les parties à dégager un accord. S'il n'y a pas d'accord, on peut introduire une procédure classique au fond. Et s'il y a un accord, alors le juge dresse un procès-verbal de conciliation. Et ce procès-verbal a la même valeur qu'un jugement, donc il peut être exécuté par un huissier de justice. Mais donc, est-ce que ça a un intérêt ou pas de passer par uniquement cette procédure de conciliation, vu que de toute façon, elle est effectuée par le juge dans le cadre de la procédure judiciaire? L'intérêt, c'est que si on fait la procédure en conciliation en tant que telle, c'est 100% gratuit, alors que la procédure au fond, il y a des frais qui sont associés, notamment des droits de mise au rôle qui sont de 24 €, donc c'est pas énorme, mais également des taxes qui sont imposées par le SPF Finance et qui, elle, en matière de justice de paix, s'élève à 50 €, je pense. Donc, si on sait qu'il y a des bonnes chances d'avoir un accord, autant passer par la procédure en conciliation, ça nous évitera de payer presque 75 €. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais maintenant. Donc, l'intérêt de la conciliation, c'est vraiment qu'elle est gratuite. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est facile d'introduction. Donc, il n'y a pas de formes qui sont requises. On peut vraiment le faire, je ne vais pas dire n'importe comment, mais presque. Et le greffe se charge lui-même de la convocation de la partie adverse. Pour ce qui est de la procédure judiciaire, donc on imagine qu'on a déjà introduit
une requête en conciliation, que la conciliation a échoué, et donc il y a plusieurs modes pour introduire la procédure. Le premier mode, c'est la comparution volontaire. Alors je dirais que c'est le mode le plus rare, mais ça arrive. C'est quand les parties comparaissent volontairement devant le juge à deux. Donc c'est que le bailleur et le locataire sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc ils se disent, comme on n'est pas d'accord, on va porter ensemble notre litige devant le juge. L'avantage principal, c'est que c'est le mode d'introduction de procédure qui est le moins coûteux, et ça permet aux parties de définir clairement leur position dès le début de la procédure. Donc en fait, dans le même document, chacun va expliquer sa version de l'histoire, et puis on va déposer ce document à la justice de paix pour qu'il nous fixe à une audience et qu'on en discute avec le juge. Ok, mais donc finalement, comparution volontaire n'apparaît pas tellement, on est plutôt sur une requête écrite. Hein, Exactement. C'est ce que tu dis. Donc en matière de procédure judiciaire, le mode introductif classique, c'est la requête écrite, ou on appelle aussi la requête contradictoire. Donc c'est un document dans lequel la personne qui veut introduire la procédure explique l'ensemble des problèmes auxquels il est confronté et liste les demandes qu'il formule au juge de paix. Donc comme je vous le disais, là, il y a un paiement qui doit être fait de 24 €. Et ensuite, les parties sont convoquées par le greffe. Ah, c'était le slide, ouais, c'est ça. T'inquiète. Les parties sont convoquées par le greffe pour une prochaine audience. Et donc, tout le monde vient à l'audience et on débat de la situation. Chacun explique sa position et puis le juge rend son jugement. À Bruxelles, il faut savoir que si la demande porte sur l'expulsion des locataires, un délai de 40 jours devra obligatoirement s'écouler entre le dépôt de la requête et l'audience d'introduction. Donc ça veut dire qu'à Bruxelles, d'une part, il faut d'abord qu'il y ait une mise en demeure qui soit restée infructueuse pendant 1 mois. Et puis, une fois qu'on a introduit la requête, il faut encore attendre 40 jours avant d'avoir une audience. Donc on a presque finalement 2 mois et demi entre le manquement du locataire et l'audience d'introduction de la procédure. L'avantage de la requête, c'est que même si elle coûte 24 €, c'est beaucoup moins que les frais d'huissier de justice qui sont dus en matière de citation, et ça, c'est le slide suivant. Juste, moi j'ai une question. Dans d'autres juridictions, donc, à Bruxelles, ici, donc, tu évoques un délai de 40 jours. On peut s'attendre à quel délai entre le dépôt de la requête et l'audience? Ça dépend, mais c'est relativement rapide. Le délai minimal, c'est 8 jours. Délai minimum et d'expérience? D'expérience, je veux dire, ça dépend vraiment de l'encombrement des justices de paix, mais entre 2 à 3 semaines, c'est un délai assez courant. D'accord. Ce qui est assez rapide comparé à 40 jours où on a pour plus d'1 mois, presque 1 mois et demi. Donc si j'ai un impayé depuis 2 mois et 6 jours, par exemple, eh bien, je peux m'attendre à la fin du 3e mois, eh bien, je puisse passer devant le juge de paix. Voilà, c'est ça. Et si je ne suis pas à Bruxelles? Oui. Ok. Et la citation ensuite? Et donc ça, c'est l'autre mode d'introduction. Donc en fait, la citation, c'est le mode d'introduction classique pour tous les autres types de procédures. Et donc c'est la même chose qu'une requête, sauf qu'à la place d'aller la déposer au greffe, c'est l'huissier de justice qui va aller déposer dans la boîte aux lettres de la partie adverse. Et la citation, elle génère des frais beaucoup plus importants que la requête, parce qu'il y a notamment les frais et honoraires de l'huissier de justice. Comme en matière de bail, on a l'autorisation de procéder par requête, si vous décidez de procéder par citation à la place de procéder par requête, alors que la citation est plus chère, vous serez tenu de supporter les frais relatifs à cette citation. Donc le surcoût lié au mode introductif que vous choisissez vous sera imputable, sauf si vous arrivez à démontrer que la citation était le mode le plus adéquat. Typiquement, si votre locataire ne s'est pas domicilié dans les lieux et n'est pas inscrit sur les registres de la population, alors il n'y a que la citation qui peut être utilisée. On ne pourra pas passer par une requête. Parce que la requête, pour que la requête soit utile, il faut absolument que la partie adverse ait un domicile établi en Belgique. Mais donc cette procédure de la citation est relativement rare et il n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle n'est pas vraiment rare, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent quand même,
mais qui après en supporte les frais. Ok. Donc, voilà, c'est pas si rare que ça. Et elle a quand même son intérêt parce que ça arrive souvent, en fait, surtout à Bruxelles, que les locataires soient pas domiciliés dans les lieux, notamment les locataires qui n'ont pas de droit de séjour valable. Donc, effectivement, dans ces cas-là, la citation peut se justifier. Ensuite, on passe sur la décision du juge. Voilà, donc le juge, il ne pourra se prononcer que sur ce qui lui est demandé. Il ne pourra pas aller au-delà. Donc, c'est-à-dire que si vous ne demandez que la résolution du bail, vous n'aurez que la résolution du bail. Mais une fois que vous avez votre jugement de résolution du bail, si vous n'avez rien d'autre, ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, le contrat est rompu, mais si le locataire reste dans les lieux, mais que vous n'avez pas demandé le droit de le faire expulser, il restera dans les lieux. Vous ne pourrez pas aller l'expulser vous-même. Si la garantie locative est bloquée et qu'il n'y a pas d'accord et que vous ne l'avez pas demandé au juge, la garantie locative restera bloquée. Donc c'est vraiment essentiel, quand on demande la résolution, demander également au juge qui statue sur toutes les conséquences qui seront liées à cette résolution. Donc typiquement, la fixation d'une date pour l'état des lieux de sortie, avec ou sans désignation d'un expert judiciaire en fonction de l'étendue des dégâts qu'on imagine, la libération totale ou partielle de la garantie locative, le droit de faire expulser le locataire, le droit de lui solliciter des indemnités, indemnités d'occupation, indemnités de relocation, etc. Mais ça, on les reverra un petit peu plus tard. Et donc, il faut vraiment tout demander en une seule fois. Sinon, vous aurez votre résolution du bail et vous serez forcé de retourner devant le juge pour demander la suite, ce qui va de nouveau prendre du temps qu'on aurait pu éviter si on avait tout demandé en une seule fois. Donc, vraiment faire attention à tout demander. Oui, effectivement, ça a l'air essentiel. Enfin, c'est essentiel de Oui, c'est essentiel. être attentif à ces éléments-là. Donc, il arrive aussi que les manquements ne soient pas suffisamment graves pour justifier une résolution, mais qui se répètent sans cesse. Typiquement, quelqu'un qui ne paye pas son loyer, qui paye son loyer avec 1 mois de retard de manière systématique, et le bailleur se voit contraint d'introduire une procédure tous les mois pour solliciter la condamnation de son locataire à payer des loyers. Ce qu'il est possible de demander au juge, c'est de demander une résolution conditionnelle du bail. Donc, je vais aller devant le juge et je vais lui dire, voilà, je vous demande de condamner le locataire à payer son mois de loyer, mais comme cet événement s'est reproduit déjà à de maintes reprises, je vous demande également de mettre dans le jugement que si le locataire a encore dans le futur un retard de paiement, que le bail sera résolu automatiquement. Sans repasser devant le juge ou si de... Non, sans repasser devant le juge. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de demander à l'avance une résolution du bail pour des faits qui se répètent de manière assez régulière. Et ça permettrait de faire de nouveau l'économie d'une procédure et en fait de mettre un peu le couteau sous la gorge du locataire en lui disant, écoute, si tu ne payes pas ton loyer, je procéderai à ton expulsion directement parce que j'ai déjà l'autorisation de le faire. Okay. Et donc à ce moment-là, le bailleur pourra sortir le jugement avec la résolution conditionnelle et prendre les mesures qui s'imposent. Voilà. Et il arrive aussi que la résolution conditionnelle du bail soit intégrée dans des jugements qui octroient des plans d'appurement. Donc, imaginons un locataire qui a 3 mois d'arriérés de loyer. Le juge dit il n'y a pas eu de mise en demeure, donc je vais lui octroyer quand même un plan d'appurement avant de résoudre le bail. Et monsieur doit payer, ou madame doit payer son loyer habituel pour les prochains loyers. Et pour les loyers déjà échus, il devra le rembourser par tranche mensuelle de 300 €. C'est une situation qui arrive assez régulièrement. On peut demander au juge qu'il ajoute à ce plan d'appurement la résolution conditionnelle du bail en prévoyant que si le locataire oublie de payer un loyer ou une des tranches mensuelles de 300 €, que le bail soit résolu directement. Ok, c'est intéressant, je trouve, ce point de la résolution conditionnelle. Et tu dis que c'est assez fréquent comme... C'est assez fréquent, notamment quand le juge octroie des plans d'appurement. Enfin, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas tous habitués des procédures judiciaires et que vous êtes plus tranquille à ce niveau-là, mais le jour où vous y allez,
il faut bien avoir en tête que si le juge propose un plan d'appurement, il est possible de demander la résolution conditionnelle du bail en plus, de manière à éviter de devoir revenir si le plan d'appurement n'est pas respecté. Ok. Ensuite, on a la procédure d'expulsion. Voilà, donc là, c'est l'hypothèse où on a bien demandé tout ce qu'il fallait au juge, qu'on a obtenu la résolution du bail avec faculté d'expulsion. Dans ce cas-là, comment ça se passe? En principe, le juge devra indiquer dans son jugement que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'au plus tôt 1 mois après la signification du jugement. Donc, la signification du jugement, c'est le fait pour l'huissier de venir déposer une copie du jugement dans la boîte aux lettres du locataire. Ça prend déjà 2-3 semaines avant de pouvoir le faire. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, il y a un délai d'1 mois qui commence à courir pour permettre au locataire de quitter les lieux de son plein gré. À l'issue de ce délai d'1 mois, si le locataire n'est pas parti, alors on pourra demander à l'huissier de justice qu'il mette en œuvre la procédure d'expulsion et donc qu'il convoque tous les acteurs utiles à l'expulsion, c'est-à-dire les services de police, le serrurier, le CPAS, qui vont intervenir lors de l'expulsion. Donc ça prend un certain délai, on parle d'un délai d'1 mois, mais en réalité, on est plus autour des 2 mois, 2 mois et demi après le prononcé du jugement. L'expulsion ne pourra jamais être exécutée avant l'expiration du délai qui est mentionné dans le jugement. Donc le délai classique, c'est 1 mois, mais il y a des exceptions. On peut demander au juge qui réduise ce délai, notamment si la résolution du bail intervient parce que le locataire a quitté les lieux. Dans ce cas-là, on peut demander de réduire le délai pour que le bailleur puisse récupérer les clés et le logement plus rapidement. Si le locataire et le bailleur ont convenu d'un autre délai, le juge peut aussi mettre un autre délai, ou si le juge prolonge ou réduit ce délai à la demande d'une partie. Donc on peut imaginer à Bruxelles que le marché locatif est assez tendu et donc c'est très difficile de trouver des logements à Bruxelles. Donc le juge pourrait décider de prolonger le délai d'1 mois à 3 mois par exemple. Le juge pourrait aussi décider de réduire ce délai lorsque il a été démontré que le locataire endommageait le bien volontairement. Pour éviter d'endommager un peu plus, on va autoriser à procéder à l'expulsion après 1 semaine, après 2 semaines, en fonction de ce qui est justifié. À Bruxelles, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant la trêve hivernale. Donc la trêve hivernale, c'est la période qui s'étend de novembre à mars. Donc maintenant, on est en pleine trêve hivernale, à Bruxelles en tout cas, ce qui n'existe pas en Wallonie. Et donc, pendant cette trêve hivernale, il est interdit de procéder à quelconque expulsion. Donc, même si imaginons que vous avez obtenu un jugement le 15 octobre qui vous autorise à faire expulser votre locataire à Bruxelles. Si vous n'avez pas eu l'autorisation de procéder à cette expulsion pendant la trêve hivernale, alors aucun huissier ne pourra exécuter ce jugement avant la fin du mois de mars. Ça fait un certain délai supplémentaire pour le locataire pour éviter de se retrouver à la rue pendant les périodes froides. Et donc, il peut être dérogé à cette trêve hivernale et il faut le demander et le justifier au juge. Et donc, tu disais que c'était quelque chose de récent Oui, la trêve hivernale, c'est vraiment récent. Ça arrivait plus ou moins en même temps que les mesures relatives à la mise en demeure obligatoire à Bruxelles. Donc, c'est vraiment des mesures récentes qui viennent de cette législature précédente à Bruxelles. Très, très intéressant. Au niveau des indemnités? Donc, il y a plusieurs types d'indemnités qu'on peut demander. Ça, il ne faut vraiment pas les oublier parce que finalement, c'est ça qui répare le préjudice que vous a causé la situation. Donc, on peut imaginer toutes sortes d'indemnités. En principe, les indemnités, elles servent à réparer le dommage que vous avez réellement subi. Donc, il faut réussir à démontrer l'étendue du dommage et le caractère réel de celui-ci. Si on n'arrive pas à prouver l'étendue du dommage, mais qu'on arrive à prouver sa réalité, donc on peut imaginer que typiquement le dommage moral, c'est un dommage dont on peut prouver facilement la réalité. Voilà, j'ai subi un dommage moral du fait de la procédure judiciaire. Ça, c'est assez facilement envisageable, mais on ne sait pas l'évaluer facilement. Et donc, dans ce cas-là, le juge peut l'évaluer ex aequo et bono, ça veut dire de manière forfaitaire. Et donc, imaginons pour le dommage moral, le juge pourrait dire
je vous octroie 500 € de manière forfaitaire à titre de dommage moral. Donc ça, il y a plein d'indemnités qui peuvent exister, mais donc les principales, c'est celles-ci. Donc la première, c'est les indemnités pour frais de déménagement. Donc ça, c'est dans le cadre d'un contrat qui aurait été résolu au tort du bailleur. Donc typiquement, on a vu dans les exemples de manquements graves le manquement du bailleur qui aurait mis en location un logement inhabitable. Dans ce cas-là, le bail sera résolu à cet tort à lui. Le preneur sera forcément obligé de déménager et les frais liés à ce déménagement peuvent être portés en compte du bailleur. Donc les frais de déménagement, c'est uniquement lorsque c'est le preneur qui a gagné finalement le litige. Ok, forcément, c'est lui qui Oui, déménage. c'est lui qui déménage. Ok, toujours dans ces indemnités. Donc on a aussi l'indemnité de relocation, qui est une indemnité très très courante. C'est une indemnité qui est due pour la perte des revenus locatifs du bailleur pendant le délai nécessaire pour trouver un autre locataire. Donc on expulse son locataire, après on a notre logement qui est vide. Et il faut réentreprendre des démarches pour retrouver à nouveau un locataire. Étant donné que ce logement est vide par la faute du preneur, on peut demander au juge qu'il condamne le preneur à payer des indemnités de relocation. Comme sont des indemnités, en principe, elles doivent correspondre au préjudice réellement subi. Donc si le logement a été resté vide pendant 41 jours, vous pourrez demander des indemnités pour 41 jours, mais pas un jour de plus. Ensuite, on a encore des indemnités de résolution et d'indisponibilité. Les indemnités de résolution, c'est les indemnités qui sont dues pour réparer le dommage qui découle directement de la résolution. Donc, imaginons, on a un bail de 9 ans, on a prévu qu'on aurait l'esprit tranquille pendant 9 ans, et le bail se finit après 2 ans parce que le locataire ne paye pas ses loyers de manière régulière. On peut demander des indemnités de résolution qui vont couvrir le dommage qui résulte vraiment de la résolution. Donc typiquement, on imagine que on n'aurait pas dû engager des frais d'agence pour retrouver un nouveau locataire avant 9 ans et qu'on doit le faire après 2 ans. Et ben, ces frais-là pourraient être insérés dans l'indemnité de résolution parce que c'est vraiment pour réparer le dommage qui découle de la fin anticipée du bail. Il y a aussi les indemnités d'indisponibilité. Ça, c'est quand le logement n'est pas occupé par le locataire, mais qui ne peut pas être occupé par qui que ce soit, parce qu'il est indisponible pour constater, déterminer et réparer les dégâts locatifs. Donc on imagine une maison dans laquelle la porte qui mène au jardin est complètement cassée et ne se ferme plus, et qu'il faut parce que 3 mois pour récupérer, pour recommander une porte, etc., pour qu'un menuisier vienne la placer, on peut demander des indemnités pour cette période d'indisponibilité qui correspondrait ici à 3 mois. Donc, 3 mois pour une porte, c'est assez élevé, mais ça dépend effectivement des essences de bois qu'on a besoin, etc. Et donc parfois, ça peut vraiment arriver dans des durées qui sont assez impressionnantes, surtout en matière de dégâts locatifs. Ce qu'on voit en tout cas ici, et on va terminer ici ce webinaire par ces dernières indemnités, c'est que c'est très important de demander au juge de paix tous ces éléments, parce que comme tu le disais tout à l'heure, si on ne demande pas, on va juste obtenir la résolution du contrat, et toutes les indemnités ici qu'on voit qu'on pourrait obtenir, on ne les obtiendrait pas, quoi. Voilà, exactement. Et donc la dernière ici dont tu parles, c'est l'indemnité d'occupation. Ça, c'est une demande. Ça, c'est une indemnité qu'il faut systématiquement demander lorsqu'on demande l'expulsion du locataire et la résolution du bail. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, entre la signification du jugement et le départ effectif du locataire, il y a un minimum d'1 mois qui s'écoule. Pendant ce mois-là, le bail n'existe plus. Il n'existe plus vu qu'il a été résolu par le juge. Malgré le fait qu'il n'existe plus, le locataire occupe toujours les lieux. Donc ça veut dire qu'il jouit toujours des lieux, mais qu'il n'est plus tenu au paiement de loyer, vu qu'il n'a plus d'obligation contractuelle. Dans ce cas-là, on demande ce qu'on appelle des indemnités d'occupation qui, en règle, correspondent au loyer qui était payé précédemment par le locataire. Donc ça vise vraiment à remplacer le loyer pendant la période pendant laquelle le bail n'existe pas. Donc c'est vraiment essentiel de les demander, sinon de nouveau, on se retrouve avec un locataire qui occupe les lieux sans devoir payer quoi que ce soit.
Donc il faut vraiment le demander. Et puis, on a aussi ce qui concerne les clauses pénales. Donc les clauses pénales, en fait, ce sont des clauses insérées dans le contrat qui prévoient des indemnisations de manière forfaitaire. Donc typiquement, pour ce qui est indemnité de résolution, on retrouve assez régulièrement dans des contrats que l'indemnité de résolution est fixée de manière forfaitaire à 3 mois de loyer. C'est totalement légal, mais par contre, le juge peut en réduire le montant s'il le souhaite. Donc, c'est très bien de prévoir des clauses, mais il ne faut pas non plus qu'elles soient exagérées, sinon le juge va les réduire. Ok. Très, très super. Merci Arthur. On arrive vraiment au bout. Il nous reste 1 minute. Il y a une question juste d'Antoine ici qu'on va prendre. Suite à des pluies exceptionnelles, une toiture laisse passer un filet d'eau. Le locataire peut-il demander la résolution du bail avec indemnité? Alors, le locataire pourrait demander la résolution du bail que si le bailleur ne remplit pas ses obligations. Ça, c'est assez essentiel. Il faut bien faire attention. C'est pas parce qu'on a un dégât qui affecte les lieux que forcément le bailleur ne remplit pas ses obligations. Il pourrait pas réparer une toiture sans constater les dégâts. Et pour constater les dégâts, il faut effectivement qu'il y ait eu des infiltrations, sinon personne ne le sait jamais. Donc, lorsqu'il y a des pluies exceptionnelles et que la toiture laisse passer un filet d'eau, excuse-moi Arthur, oui. mais même pas des pluies exceptionnelles, des pluies. Même des pluies classiques qui ne sont pas exceptionnelles, qui laissent passer un filet d'eau. Si le locataire s'en plaint au bailleur et que celui-ci ne réagit pas et ne répare pas la toiture, alors effectivement, là, on peut demander la résolution. Si par contre, le bailleur réagit et remplace la toiture, alors il n'y a pas de raison de demander la résolution. Ou répare la toiture en tout cas. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de raison de la demander. Écoute, on a vraiment bien compris, c'était très clair Arthur, un tout grand merci. Il y avait encore une question d'Antoine qu'on va pas prendre tout de suite parce que là on a dépassé le temps imparti. Je vais peut-être terminer donc ici par te laisser présenter le cabinet Scoops, Arthur. Oui, donc pour ce qui est des questions, si jamais vous pouvez me les envoyer par mail et j'y répondrai par mail en dehors du webinaire, comme ça on ne retient pas tout le monde. Et donc, chez nous, chez Scoops, on a un cabinet qui est actif partout en Belgique, principalement en matière de construction, d'immobilier, de droit des affaires, de droit public et de droit social. Donc, si vous avez des questions, que ce soit par rapport au webinaire ou par rapport à tout autre problème dans ces matières-là, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et donc, vous voyez aussi sur le slide Chantal qui s'occupait du séminaire en néerlandais. Et j'en profite également pour rappeler que Smoovin donc est une plateforme qui aide les multipropriétaires à suivre leur loyer, réaliser leurs indexations, s'occuper des renouvellements des contrats et des prolongements des contrats, ainsi que des ruptures des contrats et bien sûr tout ce qui est aussi gestion des charges, facturation des loyers et bien d'autres choses. Un tout grand merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Arthur, encore un immense merci, c'était super intéressant. Passez à tous une bonne fin de journée et on espère vous revoir très vite sur nos webinaires qui sont toujours disponibles en ligne sur notre site internet www.smoovin.app. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.